Bien, mesdames et messieurs, bonjour, enfin rebonjour pour ceux que j'ai déjà vus. Pendant que les derniers s'installent, voilà, aujourd'hui on va aborder de front les problèmes éthiques, les dilemmes éthiques. On en a beaucoup parlé jusqu'ici, cette fois avec Alexandre. Alexandre Lacroix, qui est à la fois directeur de la rédaction de Philomag, avec qui on travaille ensemble depuis le début. Alexandre est écrivain, il a beaucoup de casquettes et il a écrit pas mal d'essais et de livres. Il y en a beaucoup qui sont à la librairie. Si vous avez envie après d'aller discuter avec lui et éventuellement de faire connaissance avec ses livres, c'est à la librairie. Donc les dilemmes éthiques, je vous laisse avec lui. On a relativement peu de temps. Donc Alexandre, j'avais des choses très gentilles à dire sur toi, mais je le dirai après. À toi de jouer. Bonjour à tous, merci d'être présents, aussi nombreux. Merci Sven pour cette présentation. Merci d'avoir tranché le dilemme éthique entre le rugby et les questions d'éthique liées à l'intelligence artificielle en faveur de cette conférence. Alors, c'est une conférence dans laquelle je vais vous proposer en fait de réfléchir à des questions qui sont assez appliquées. Je vais vous proposer 3 domaines d'application contemporains de l'intelligence artificielle qu'on va explorer ensemble, qui posent des questions éthiques, et je dirais des questions éthiques que j'ai classées par ordre croissant de gravité, ou même de létalité. C'est-à-dire que d'abord, je vais parler des enjeux éthiques liés à ChatGPT, et donc voilà, on parlera surtout d'éthique de la connaissance. Dans un deuxième temps, je vais vous parler des logiciels d'aide à la décision, et notamment, pas seulement, mais notamment des logiciels d'aide à la décision de justice, qui sont utilisés non pas en France, mais aux États-Unis. Et dans un dernier temps, je vais vous parler de la voiture autonome. Préparez-vous un peu psychologiquement. Dans ce dernier temps, je vais vous proposer de trancher un peu par un vote à main levée, de manière un peu cavalière, des cas éthiques délicats, pour mesurer, tester la sensibilité éthique dans la salle. Ce n'est pas noté. Il s'agit plutôt de faire un test sur nos intuitions éthiques. Quelles sont nos intuitions morales quand on nous présente des cas un petit peu difficiles, sachant qu'il y a aujourd'hui des chercheurs, des programmateurs qui travaillent sur ces questions que je vais évoquer. Voilà, donc on va parler d'intelligence artificielle, mais de manière assez concrète et assez appliquée. Mais comme en philosophie, ce qu'on aime bien, c'est produire des distinctions. Je voudrais commencer par une distinction assez simple. Il me semble que le simple mot d'intelligence, qui est un mot anthropomorphe, fait qu'il y a une certaine confusion quand on prend la parole sur les machines, les algorithmes, les intelligences artificielles. Il y a beaucoup de fantasmes qui sont véhiculés. Et une distinction simple à avoir en tête, c'est la distinction entre les IA fortes ou l'IA forte et l'IA faible. Qu'est-ce qu'on entendrait par une intelligence artificielle au sens fort? Que serait une IA forte? Ce serait une intelligence artificielle qui serait éveillée, qui serait consciente, qui serait doué d'une volonté propre, qui pourrait avoir des intentions à notre égard. En fait, ce serait un agent, une entité surhumaine, post-humaine, peut-être un peu divine. Il n'existe pas aujourd'hui, à l'heure actuelle, d'intelligence artificielle au sens fort. Ça n'existe pas. Par contre, c'est un sujet qui fascine, qui a donné lieu à de multiples scénarios de science-fiction et qui fascine depuis longtemps. Et je dirais que même c'est la perspective du surgissement dans l'histoire d'une IA forte qui nous obnubile aujourd'hui, qui nous préoccupe aujourd'hui. Ça la remonte au moins au début des années 1990. En 1993, il y a un mathématicien et auteur de science-fiction qui s'appelle Vernor Vinge, qui a fait une communication à la NASA lors d'un colloque aux États-Unis, et où il expliquait, Vernor Vinge, qu'un jour, l'humanité allait construire une machine plus intelligente qu'elle-même. Il entendait par cela une IA forte. Et ce jour-là, cette machine, lui, il appelle la singularité technologique. C'est une analogie par rapport aux singularités que sont les trous noirs, parce qu'il dit qu'aux alentours de la création de cette machine, toutes les lois de l'histoire, toutes les lois communes allaient être abolies, de même que les lois de la physique classique sont abolies auprès de la singularité gravitationnelle que représente le trou noir. Alors, en gros, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'un jour, l'humanité va construire une machine qui sera éveillée, ou un réseau de machines éveillées, ou une entité qui sera un mixte d'humain et de machine et qui sera éveillée. Et à ce moment-là, on va rentrer dans une histoire post-humaine. Ce serait, dit-il, la dernière machine inventée par l'homme. Et ensuite, cette machine piloterait le progrès technologique à venir. Puisque si elle est plus intelligente que l'humain, c'est cette machine-là qui va diriger l'action ensuite. Mais elle gérera aussi, dit-il, les flux de marchandises, les flux de transport, les flux humains. En fait, elle va nous gouverner. Et c'est pour ça qu'on rentrerait, dit-il, ou il le prévient comme ça, dans une histoire post-humaine.
Ça a beaucoup marqué les esprits, cette communication de Werner Winch, j'en ai en 1993 à la NASA. C'est un concept qui a été relayé ensuite par le directeur de l'ingénierie de Google, qui s'appelle Ray Kurzweil, en 2005. Il a publié un livre qui s'appelle « La singularité approche ». Et en fait, c'est un fantasme. C'est-à-dire qu'on n'a rien de tel qu'une singularité forte ou qu'une intelligence artificielle forte ou une singularité technologique à l'horizon. C'est quelque chose qui nous occupe l'esprit, mais qui fonctionne aussi peut-être un peu comme un leurre. Parce que ce qui se passe, c'est que les intelligences artificielles et les algorithmes sont déjà rentrés dans notre vie, et je dirais dans notre vie quotidienne. Ils vous rendent des services tous les jours, ne serait-ce que quand vous utilisez des logiciels de géolocalisation pour avoir des trajets optimisés dans l'espace, ou quand vous envoyez un SMS, on vous propose par autocomplétion de terminer vos mots ou terminer vos phrases. Vous voyez bien que les algorithmes sont rentrés dans votre vie la plus quotidienne, la plus banale, la plus courante. Et parfois, ces algorithmes que nous utilisons réellement posent des problèmes éthiques, et c'est de ça que je vais parler, mais ils ne sont pas éveillés, ils n'ont pas d'intention, ils n'ont pas de volonté, ils ne sont pas conscients. Maintenant, je vais détailler un petit peu ce qu'on entend par intelligence artificielle faible. Le mot est un peu mal choisi. D'ailleurs, les informaticiens emploient assez peu cette distinction, on les comprend, c'est plus les philosophes qui sont amateurs de cette distinction IA forte, IA faible. Le mot faible est un peu mal choisi parce que faible, ça laisse penser que ces IA ne savent pas faire grand-chose. Ce n'est pas le cas, mais je dirais déjà une calculatrice de base calcule bien plus vite que vous. C'est-à-dire que nous sommes habitués à avoir des machines qui effectuent des tâches intellectuelles plus vite que nous, de manière plus forte que nous. Et ces IA faibles ont réussi à passer un certain nombre de caps au cours des dernières décennies qui sont assez frappants. Par exemple, les IA dites faibles peuvent être apprenantes ou auto-apprenantes. Une date à retenir, c'est le jour où AlphaGo a remporté une série de victoires contre le 3e joueur mondial de Go. Donc c'est en 2016 que ça s'est produit. Le Go est considéré comme un jeu d'un niveau de complexité supérieur à celui des échecs, donc comme le jeu le plus sophistiqué ou le plus complexe conçu par les humains. Et AlphaGo a joué des millions de parties, la machine a joué des millions de parties contre elle-même. Et donc elle a appris des schémas de jeu, c'est un logiciel, c'est ce qu'on appelle le deep learning, de son propre usage. Donc voilà un cap qu'ont passé les IA faibles, celui de la capacité à apprendre. Autre cap qui a été passé, la reconnaissance visuelle. Ça a pris un certain temps, mais je crois même qu'aujourd'hui, de manière assez courante, on vous propose des services de reconnaissance visuelle. Je ne sais pas, si vous courez des marathons, par exemple, et que vous voulez avoir votre photo, on vous propose de vous identifier, votre visage, on va vous sortir les photos qu'on a prises de vous automatiquement. Donc ça, reconnaissance visuelle, c'est en place. Les IA faibles ont résolu ce qu'on appelle les ambiguïtés du langage naturel. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on peut avoir aujourd'hui des systèmes informatiques qui comprennent la langue courante, sachant que la langue courante est faite d'allusions, d'ironie, de périphrases, de métaphores. Et de ce point de vue-là, de même que 2016 pour le deep learning, c'est une date qui marque les esprits, c'est pédagogique, mais c'est intéressant de se dire, tiens, en 2016, il s'est passé quelque chose. En 2011, il s'est aussi passé quelque chose autour d'un jeu, peut-être pas si connu en France. Le jeu, c'est le Jeopardy. Vous savez, c'est quand vous devez deviner un mot, par exemple, quelle est cette ville fameuse pour ses petites prunes cuites, où est né Michel Serpip? Agen. Vous voyez, c'est ce jeu, vous voyez le genre. Bon, eh bien, quand on joue au Jeopardy, on doit résoudre les ambiguïtés du langage naturel, puisqu'on doit comprendre ce qui est sous-entendu, mais qui n'est pas dit dans la phrase. Du point de vue informatique, c'est intéressant, et il y a un système qui s'appelle Watson, dont vous avez peut-être entendu parler à d'autres occasions, qui a été conçu par IBM et qui a battu les champions du monde de Jeopardy en 2011. Donc voilà un cap à retenir. Et puis enfin, en novembre, il y a pile un an, en novembre 2022, sont arrivées, enfin les IA génératives existaient déjà, mais est arrivé ChatGPT qui a fait prendre conscience au public de l'existence de ces IA génératives, donc génératives de texte ou d'images, sur la base de banques de données. C'est une génération aléatoire, et je dirais que là, ça produit des effets de sens troublants. C'est-à-dire que pour nos autres humains, on a l'impression que quelqu'un a rédigé le texte ou était derrière, tellement, en quelque sorte, ça a l'air bien fait. Mais encore une fois, il n'y a ni conscience, ni intention,
ni volonté dans les textes, ou d'ailleurs les images qui sont produites parce qu'on parle de ChatGPT, mais on pourrait parler de Dolly ou de Midjourney pour le graphisme. Il n'y a pas d'intention. Une manière très simple de comprendre ce que je dis, c'est que si vous téléchargez une petite application d'échecs, je vois que les échecs sont présents sur le... si vous téléchargez une petite application d'échecs et que vous jouez aux échecs avec votre téléphone, vous jouez aux échecs. Vous avez des émotions, une envie de gagner, des stratégies, vous suivez des schémas de pensée. La machine ne joue pas avec vous. Elle fait de la computation, du calcul. Elle applique des règles de calcul. Donc, elle n'a aucune intention vis-à-vis de vous. Elle n'est pas heureuse quand elle a gagné, ni malheureuse quand elle a perdu. Donc, il y a un terme, le terme d'IA forte, ça déplaît un peu aux informaticiens. Pourquoi? Parce que quand on parle de conscience, de volonté ou d'intentionnalité, en fait, on parle de philosophie et on parle de choses qu'on ne sait pas très bien spécifier. Quel est le foyer de la conscience? Qu'est-ce que c'est vraiment que être conscient? On sent que c'est une discussion métaphysique passionnante, mais que c'est difficile à formaliser dans une définition utilisable par un algorithme. C'est pourquoi, dans la littérature, pour ceux qui aiment la tech, dans la littérature sur l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on tend à voir se substituer au terme d'IA forte le terme d'intelligence artificielle générale. Que serait une intelligence artificielle générale? Ce serait une IA qui serait capable de mener au moins aussi bien que les humains toutes les tâches cognitives que les humains sont capables de mener. Autrement dit, reconnaître des images, inventer une histoire, composer une musique. Vous voyez, toutes les tâches intellectuelles, toutes les tâches cognitives que les humains sont capables de mener, cette IA les ferait au moins aussi bien. Elle ne serait pas pour autant consciente. Alors ça, c'est un horizon de travail possible. Et d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui planchent là-dessus, c'est-à-dire que, de même qu'il y a des gens qui travaillent sur cette idée d'une IA forte, il y a quand même une direction de travail de plus court terme, qui consiste à se dire que puisqu'on a des IA qui produisent des textes, qui calculent, etc., on peut peut-être les assembler. On peut peut-être faire une sorte de méga-machine qui serait la somme des machines existantes et qui pourrait mener presque toutes les tâches des humains à bien, au moins aussi bien qu'eux. Et à ce moment-là, les informaticiens disent, mais qu'elle soit consciente ou pas, finalement, ça ne change rien. Si, ça change quand même quelque chose. Ça change quelque chose, elle n'aurait pas d'intention vis-à-vis de nous. Alors, voilà ces distinctions. Ces distinctions, je les posais surtout pour faire peut-être un peu dégonfler la bulle de fantasme qui s'est formée autour de l'IA. Nous avons affaire à des IA faibles, ce sont des outils. Il n'existe pas d'intelligence artificielle générale à l'heure actuelle. Il n'existe pas non plus d'IA forte. J'entre dans mon premier sujet. Je vous ai dit que maintenant, on allait parler de manière plus appliquée. C'est-à-dire que les IA sont là, elles sont faibles, mais elles posent déjà un certain nombre de questions, des questions d'usage, des questions de société. Et du point de vue... la révolution marquée par ChatGPT est sans doute ce qui nous a forcé à réfléchir le plus ces derniers temps sur leurs impacts à ces IA faibles. Alors moi, ce que j'ai fait il y a quelques jours, mardi dernier, j'ai posé la question à ChatGPT lui-même. Je lui ai demandé quels étaient les problèmes éthiques que posait son existence. J'ai obtenu cette réponse. Peux-tu me dire en 3 lignes quels sont les 3 problèmes éthiques que pose ton existence? Alors ChatGPT ne dit jamais « je ne sais pas ». Ça, c'est un très mauvais élève. Alors, mon existence soulève 3 problèmes éthiques potentiels. Tout d'abord, la question de la confidentialité et de la protection des données, car je traite des informations sensibles. Ensuite, l'impact sur l'emploi, car l'automatisation des tâches peut avoir des conséquences économiques et sociales. Enfin, la responsabilité en cas d'utilisation abusive de mes capacités pour la désinformation ou la manipulation. C'est amusant. Comme beaucoup de textes produits par ChatGPT, ça donne vraiment un semblant d'intelligence. Est-ce que vraiment la question a été affrontée? Je n'en suis pas tout à fait sûr. D'abord, il y a un évitement de la question sensible sur les données qu'utilise ChatGPT. Nous, on s'est amusé à Philosophie Magazine à faire un test. On a demandé à ChatGPT d'écrire un article sur Kant à la manière de Philosophie Magazine. On s'est rendu compte que ChatGPT était capable de générer aléatoirement un texte à partir de nos archives, de plusieurs de nos archives, qui sont protégées par un paywall. Dans la meilleure des hypothèses,
OpenAI, les gens d'OpenAI ont acheté un abonnement et ont aspiré nos archives. Mais enfin, ce sont quand même des données sous copyright. Et il y a un vrai problème ou une vraie bataille juridique qui commence à peine, qui consiste à savoir quel est le statut du copyright des textes produits par ChatGPT. Donc oui, il y a un problème, et c'est un problème juridique et économique autour de la protection des données, pas tellement parce que les données seraient sensibles au sens top secret, mais plutôt parce qu'elles seraient sous copyright, et que quand on demande à ChatGPT de produire des résumés de textes ou d'œuvres qui sont sous copyright, bon, on peut quand même se demander un petit peu comment cette chose va être résolue, et il y a un Far West juridique qui s'ouvre. Ce qui est souvent le cas avec la technologie. L'apparition d'une technologie, avant jurisprudence, pose des questions inédites aux juges, aux acteurs, et ça donne du boulot aux avocats. Alors ensuite, l'impact sur l'emploi. Là aussi, ce n'est pas tout à fait une question éthique, et c'est une question qui est un peu vague, c'est-à-dire que il existe des cabinets de consulting, de recherche sur le monde du travail, qui ont produit des analyses très inquiétantes sur l'impact de l'IA sur l'emploi, disant parfois que jusqu'à 40% des métiers, notamment dans les services, étaient menacés par l'apparition des IA à horizon 2040 ou 2050. Ces études existent. On peut quand même s'interroger là-dessus, parce que rétrospectivement, ça n'est pas ce qu'on a vu. C'est-à-dire que le progrès technologique a permis l'automatisation d'un très très grand nombre de tâches depuis, je dirais, 1850, si on remonte sur le long terme. Le chômage de masse existe, mais il est à 7,2 en France, 4,8% aux États-Unis. On n'est pas non plus dans des sociétés de complète désoccupation. Or, une moissonneuse-batteuse abat le travail de dizaines d'hommes. Il y avait des poinçonneurs dans le métro en 1950. Et puis, le mail fait qu'on n'a plus besoin de dicter ses courriers à un ou une secrétaire, vous voyez, avant de les expédier. Ce sont désormais les cadres qui les rédigent eux-mêmes. Et donc, il y a eu une dynamique d'automatisation des tâches extrêmement importante sur 150 ans. On ne peut pas dire que la destruction se retrouve en valeur absolue dans les chiffres du chômage. Autrement dit, on a l'impression, plutôt que dans les sociétés humaines, il y a une translation de l'activité humaine. L'activité humaine s'ouvre de nouveaux horizons, de nouveaux champs, et que ça fonctionne comme ça depuis assez longtemps. On ne voit pas très bien pourquoi ça ne continuerait pas ainsi. Et d'ailleurs, pour circuler assez régulièrement dans des lieux de travail et des entreprises, j'ai encore jamais vu un entrepreneur ou un cadre dire là j'ai bien réfléchi, j'ai une IA qui va me permettre de licencier de ces deux personnes. Je ne l'ai jamais vu parce qu'en fait, il y a beaucoup d'autres choses qui se produisent dans le monde du travail. Il y a du relationnel, il y a du commercial. Donc il y a effectivement des tâches mécanisables, mais peut-être que ça libère du temps pour d'autres choses. Enfin, disons que la question est ouverte. Oui, et finalement, dernier point soulevé, la responsabilité en cas d'utilisation abusive de mes capacités pour la désinformation. Oui, ça oui, c'est-à-dire que les fermes de trolls, comme il en existe à Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire ceux qui inondent à certains moments stratégiques, par exemple présidentielles américaines, les réseaux sociaux de théories du complot ou de théories diffamatoires sur certains candidats, au moment du Brexit. Enfin, il y a des moments axiaux où certains veulent agir avec ces outils. Là, il y a la possibilité de production d'un très grand nombre de textes et d'images bidons qui seraient de nature déstabilisante. Ça avait été fait, on va dire, à la mano. Par exemple, on peut citer au moment de la campagne qui opposait Clinton et Trump, il y a une théorie du complot qui disait que le couple Trump avait aux Bahamas une villa à 130 millions de dollars qui n'a jamais existé, avec toutes les photos de la villa et d'amples articles qui la documentaient. Ça avait été fait à la main. On peut imaginer qu'on pourrait multiplier ce type de contenu très facilement. Mais ce que je voudrais pointer, c'est que dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, il me semble que ChatGPT pose d'abord, et là immédiatement, dès cette rentrée, dès maintenant, un vrai problème sur l'éthique de la connaissance, un vrai problème dans le monde de l'éducation et de l'enseignement. Sans aller chercher si loin. Attendons de voir les chiffres du chômage. Mais sans aller chercher si loin, il y a un problème quand on enseigne, et là c'est toute la relation éducative qui est concernée dès les classes de primaire jusqu'à la fin des études supérieures, c'est qu'on peut repérer le plagiat, on a même des outils pour le faire. Il existe des logiciels du type Orkut ou Original qui, quand vous mettez dedans un rapport, un essai, une dissertation, une fiche de lecture sur lesquelles vous avez un doute,
ces logiciels vous disent quel est le pourcentage de copier-coller. Vous voyez, ça marche comme une sorte de méta-Google, quoi. Bon, ça existe. Donc ça veut dire que quand vous avez un soupçon de plagiat sur un étudiant ou un élève de lycée, mettons, vous pouvez avérer votre soupçon et donc le noter en conséquence. En fait, vous pouvez le sanctionner. Sur ChatGPT, vous pouvez avoir un très fort soupçon, mais vous n'avez pas le moyen d'avérer votre soupçon, ce qui est un vrai problème dans la notation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas saquer quelqu'un et lui mettre 5 sur 20 ou 4 sur 20 s'il y a un doute. Et donc, on a une difficulté, c'est de se dire, mais alors comment on va faire pour continuer à donner du travail à la maison? L'une des réponses des institutions, c'est valorisons absolument les travaux sur table, les travaux en classe, ce qu'on peut surveiller. Bon, c'est une réponse possible, mais on sent bien qu'on ne peut pas non plus se passer complètement du travail solitaire, du travail d'approfondissement, du travail à la maison. Et puis, alors, on ne peut pas s'en passer au lycée, mais il est bien évident que dans le monde universitaire, la rédaction de mémoires, d'articles de recherche, repose sur des capacités rédactionnelles individuelles et personnelles. Et là, on a un souci éthique. On peut rappeler aux étudiants ou aux élèves l'éthique de la connaissance, l'importance qu'il y a à signer soi-même ses propos, à s'engager dans son propos, mais enfin, c'est un peu leur faire la morale. Je n'ai pas de clé absolument magique, mais je vois deux parades. Une parade qui n'est pas très originale et une qui est un peu plus originale. Alors, la première parade à laquelle on peut penser consiste à donner des tâches que ChatGPT ne sait pas faire. Par exemple, si vous faites lire Madame Bovary, vous demandez à vos élèves de produire la playlist, c'est-à-dire la bande-son du roman, et de justifier chapitre par chapitre pourquoi ils ont choisi telle musique ou telle chanson, pourquoi cette chanson, cette musique, selon eux, reflète la tonalité du chapitre. Vous voyez ce type de lien très créatif. Les ChatGPT ne sait pas le faire. Si vous demandez à des étudiants aussi de ne pas faire la dissertation classique, mais de s'engager très fortement dans leurs propos, c'est-à-dire d'examiner un pour, un contre, mais à la fin de trancher très fortement, cet engagement, ChatGPT ne l'a jamais. Il est toujours un peu lisse, un peu vertueux, un peu en dehors, et surtout très consensuel. Donc, vous voyez, on peut donner des tâches que ChatGPT ne sait pas encore faire. Mais ça, on peut se dire aussi, tiens, c'est une question de temps. Dans combien de temps sort la version 5 que saura-t-elle faire? Bon, c'est un peu une course. Moi, j'ai une parade qui a un simple bricolage à vous proposer. C'est une idée comme ça qui m'est venue, qui consiste à dire, mais en fait, on peut demander aux élèves de produire deux copies. Une copie de ChatGPT et une copie personnelle. Quel est l'intérêt? D'abord, de leur apprendre à manier l'outil de ChatGPT, parce que pour que ChatGPT fasse une bonne copie, il faut qu'il fasse de bonnes requêtes. Il y a un métier, il y a une pénurie, il y a une recherche énorme dans les entreprises de ce qu'on appelle les prompting engineers, c'est-à-dire les ingénieurs de requêtes. C'est-à-dire ceux qui sont capables de nourrir et de dresser, d'éduquer les intelligences artificielles pour faire de bonnes choses. Ça concerne la mode, ça concerne beaucoup de domaines, c'était le droit. Et donc effectivement, vous leur apprenez à se servir de l'outil, mais vous les obligez aussi de cette façon à réfléchir à leur valeur ajoutée en tant qu'humains, en rédigeant leur propre copie personnelle qui doit se démarquer de la copie automatisée. Bon voilà, c'est une parade comme une autre, mais à mon avis, c'est un sujet de réflexion sur lequel les institutions où il y a de l'enseignement sont parfois un peu attentistes, ou tout simplement un peu en retard, comme souvent avec la technologie. C'est-à-dire comment on va intégrer Google, comment on intègre ces outils qui apparaissent. On peut faire comme s'ils n'existaient pas, c'est évidemment absurde. Alors voilà, ça c'est, je dirais, une première série de dilemmes éthiques qui se posent dès maintenant, c'est pas de la science-fiction, qui sont assez forts, qui à mon avis, on a là un outil qui peut disrupter complètement ou abîmer complètement la relation éducative, et il y a des questions à se poser. Mais je dirais, on n'est pas encore dans un sujet de très forte gravité morale ou de très forte gravité éthique, là où les logiciels d'aide à la décision posent des enjeux plus vitaux. Alors, les logiciels d'aide à la décision sont des logiciels qui sont nourris de data et de données sur l'existant et qui proposent des recommandations. Il y a eu un moment extrêmement important aux États-Unis, une enquête qui a été menée par un site d'investigation qui s'appelle ProPublica,
à propos des logiciels d'aide à la décision de justice utilisés par les juges. On parle de gens qui en sont à leur premier acte délictueux et qui comparaissent. Et la question est de savoir comment évaluer leur dangerosité, ou plutôt le risque de récidive pour le futur. Selon le risque de récidive, on va prendre des mesures, prononcer des sanctions plus ou moins fortes. Et le site d'investigation ProPublica a fait la chose suivante, et là j'ai besoin de m'appuyer sur les chiffres que je ne connais pas par cœur. Ils se sont procurés 7000 prédictions des années 2013-2014. Et ils ont regardé si ces prédictions s'étaient vérifiées ou non. C'est-à-dire en gros si la machine, le logiciel, avait bien fait son boulot. Le résultat global n'est pas très encourageant. Le résultat global, c'est que seuls 20% des gens à qui le logiciel attribuait une forte probabilité de commettre un crime violent l'ont commis. Mais ce qui a surgi, et qui a fait évidemment scandale, c'est un biais racial immense. Un biais racial immense qui fait qu'un noir a 77% de chances en plus de se voir prédire un crime violent et 45% de chances en plus de se voir prédire un crime grave. Et ça va encore un peu plus loin. Je ne vais pas vous accabler avec beaucoup de chiffres, mais il y a quand même des chiffres qui sont choquants là-dedans. Oui, alors voilà. 44,9% des noirs afro-américains qui se font prédire une probabilité élevée de récidive ne récidivent pas. Donc presque 1 sur 2. Contre 23,5% des blancs. Et 47,7% des blancs qui se font prédire une probabilité basse de récidive récidivent. Donc presque 1 sur 2. Vous voyez, c'est parfaitement symétrique. Contre 28% des afro-américains. Alors là, il y a eu un certain émoi. Parce que comment on obtient un résultat pareil? Il n'y avait pas... en fait, les prévenus en garde à vue, on leur demande de répondre à 137 questions, qui sont des questions factuelles, sur eux, sur leur parcours, et le logiciel fait son calcul de probabilité de récidive à partir des réponses données à ces 137 questions objectives. Il n'aurait pas été constitutionnel ni admissible de mettre l'ethnie, même aux États-Unis, dans les 137 questions. On ne leur demande pas s'ils sont afro-américains, hispanos, ça n'est pas demandé. Donc c'est induit. Et c'est là qu'est le truc terrible. Mais alors par quoi c'est induit? C'est induit par deux choses. Par l'adresse, qui est dans l'état civil, et c'est induit par une question qui est: est-ce que l'un de vos deux parents est allé en prison? Comme il y a une surpopulation carcérale noire aux États-Unis, si vous répondez par l'affirmative à cette question, il y a une forte probabilité que vous soyez afro-américain vous-même. En plus, on parle d'une génération pour qui être allé en prison, c'est peut-être être allé en prison à l'époque des droits civiques, enfin des luttes pour les droits civiques, simplement comme manifestant pour les libertés, vous voyez. Et donc, on a là un système qui automatiquement reproduit un biais racial sans savoir ce que c'est que la race et sans même l'avoir demandé, sans même que cette donnée ait été rentrée dans le logiciel. Ça pose des questions assez importantes. Alors, on peut se dire, bon, ce sont les États-Unis, ils ont ces méthodes-là, la justice en France ne fonctionne pas ainsi, et donc on peut rejeter comme ça dans le lointain la problématique. Mais ce type de logiciel d'aide à la décision est d'ores et déjà utilisé dans les banques et par les assurances en France, par exemple pour l'obtention des prêts. Alors certes, c'est moins grave qu'une peine de prison, mais il y a des NAS à l'exclusion. C'est-à-dire que habiter dans certains endroits, si tout le monde est insolvable dans une rue ou dans un quartier, ça produit mécaniquement le fait que vous allez vous faire refuser votre prêt. Comment ça marche concrètement? Ça marche de la manière suivante. Un directeur d'agence bancaire, mettons du Crédit Agricole, un directeur d'agence bancaire rentre un certain nombre de données, c'est le profil client, dans la machine. La machine émet un avis sur l'obtention du prêt. Si le directeur d'agence veut aller contre l'avis de la machine, il doit motiver sa décision. Vous pouvez dire, ok, j'habite un quartier très dur de la banlieue de Roubaix. Je sais que ce type qui va monter une pizzeria va réussir. C'est un bosseur. Il faut lui octroyer son prêt. Il faut qu'il monte son affaire. J'en suis certain, je connais ma clientèle. On peut y aller. Le logiciel est contre. Parce que dans ce dont on l'a nourri, il y a des données qui ne lui plaisent pas. Par exemple, l'adresse.
alors là, vous voyez, il faut mouiller la chemise. Le problème, c'est combien de directeurs d'agence vont mouiller la chemise. Vous voyez la responsabilité qu'ils prennent. C'est pas si en fait ils font des erreurs de raisonnement, ils ne sont pas forcément en mesure, c'est-à-dire l'autorité qui leur est déléguée par leur hiérarchie fait qu'ils ne sont pas forcément à l'aise, vous voyez, pour aller corriger le problème. Alors vous allez dire, mais pourquoi ça pose problème tout ça finalement? Ben, ça pose problème parce que les logiciels d'aide à la décision sont nourris par la data, par l'existant. Ce qu'ils disent, les prédictions, on peut dire en un sens qu'elles sont justes, très souvent. Si le logiciel est très bien fait, elles sont justes. Seulement, ça ne nous donne pas la possibilité d'agir de manière normative sur le réel. Tous les logiciels d'aide à la décision, même les plus puissants qui sont faits, ne peuvent que dupliquer les relations de domination ou d'exclusion existantes. Ils ne peuvent pas aller contre, ils ne peuvent pas les réparer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est comme si on renonçait à avoir une approche normative des problèmes d'injustice sociale. Et ça, je dirais que ça devrait être un débat politique ou un débat sociétal extrêmement important. Alors, encore deux exemples de domaines, et là je vais passer plus rapidement, mais je les indique comme ça en passant pour vous montrer que cette histoire d'aide à la décision, c'est une histoire qui concerne beaucoup de domaines. Je vais vous donner un exemple vertueux et un exemple pas vertueux. Voilà, j'ai chaud. Alors, exemple vertueux, d'après ma documentation et mes recherches, il y a des logiciels d'aide à la décision, au diagnostic médical en fait, et ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne plutôt bien notamment pour tout ce qui est imagerie médicale, que ce soit d'ailleurs les radios, les échographies, la performance des logiciels, des IA est aujourd'hui très bonne. Ça fonctionne aussi plutôt bien dans certains cas de maladies rares, où en fait le médecin a lu la description de la symptomatologie d'une maladie quand il était étudiant en 3e année, quoi, et puis il n'a jamais rencontré cette maladie exotique. Et en fait, arrive un patient qui a ces symptômes, c'est très difficile pour lui évidemment. Alors, il y en a qui ont des eureka foudroyants, hein, ça arrive, mais bon, c'est quand même difficile. Et là, le logiciel va être assez performant parce que si on rentre des symptômes, il va pouvoir ressortir de façon neutre une indication de diagnostic. Mais pourquoi ça, je n'ai pas vu, en tout cas, de problème à l'heure actuelle qui serait éthique dans le monde médical? C'est à cause de la position qu'on donne à l'humain. En fait, non seulement l'humain est dans la boucle, mais le chef de service à l'hôpital, le cardiologue, le médecin, on lui donne sa hiérarchie et la manière même dont est construit le monde de la médecine, lui donne la possibilité de trancher. Vous voyez, c'est un peu, enfin, c'est bien différent du cas du directeur d'agence bancaire, d'une petite succursale, dans peut-être un petit village à côté d'Agen, qui lui n'est pas forcément mis par sa hiérarchie en position d'avoir le dernier mot sur la préconisation du logiciel. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que ces outils sont bien et peuvent fonctionner très bien, mais à condition que le jugement humain puisse conserver le dernier mot. Alors, autre cas, autre domaine d'utilisation des logiciels d'aide à la décision, l'univers militaire, où une bataille fait rage autour de l'automatisation complète de la décision de tir, notamment pour les drones, mais aussi pour les chars, en fait. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour les partisans d'une automatisation complète, on pourrait programmer des drones de telle manière qu'ils ne tirent jamais sur des civils, mais qu'ils abattent, par exemple, un critère simple, tout combattant qui a une arme sur lui. Et donc, on pourrait lancer des armées de drones ou des flottes de drones qui feraient moins de bavures que les humains, puisqu'ils n'ont pas d'émotivité. Ils trancheraient toujours en faveur de ce qui est dans le droit. Ça, c'est l'argument des constructeurs. Il y a quand même un contre-argument, c'est que sur le champ de bataille et en droit de la guerre, il y a une notion fondamentale qui est la notion de distinction. D'arriver à faire la distinction entre ce qui est un danger et ce qui n'en est pas un, notamment dans les guerres asymétriques, où en face de vous, en face d'eux plutôt, les militaires ont des civils
et où le critère de distinction doit s'appliquer à la catégorie des civils participants aux hostilités. Une femme qui donne à boire à un combattant qui est à terre n'est pas une civile participant aux hostilités. Un enfant qui lance des cailloux sur un char parce que son oncle vient d'être blessé, ou son père, n'est pas un civil participant aux hostilités. La distinction, la capacité à distinguer dans les guerres asymétriques le civil participant aux hostilités, donc le combattant de celui qui ne l'est pas, est liée à des aspects sociaux, à des aspects culturels, à la perception de l'armée par les gens qui sont sur place. Vous voyez, c'est lié à tellement de facteurs qu'aujourd'hui, la délégation de ce jugement-là est extrêmement risquée. Et puis on exonère, en fait, on exonère les humains de toute décision létale. J'ajoute à cela que là, on se met dans un cadre de pensée, on considère que ceux qui programment les drones sont bien intentionnés. Parce que s'ils sont mal intentionnés, si vous programmez des drones pour tirer sur tous les roues... Non mais... Non, je regarde dans la salle. C'est ça. Non, non, bon, enfin, vous voyez quoi. Les roues, oui. Bon... Ce sont quelques exemples pour vous montrer quel est l'enjeu. Il y a un enjeu majeur qui est de garder l'homme dans le processus de décision quand on prend des décisions aussi graves que des décisions de justice, des décisions médicales ou des décisions militaires. Alors, voilà. Donc, dernier domaine d'application. Et encore une fois, ça n'est pas du tout dans une perspective de science-fiction ou de projection dans l'avenir. Je trouve qu'on a déjà pas mal de travail à faire pour comprendre l'existant. C'est-à-dire le moment présent. Alors, la voiture autonome, maintenant, je vais prendre un tout petit peu de recul et vous parler d'une expérience de pensée très commentée en philosophie morale, dite du dilemme du tramway, proposé par une philosophe britannique qui s'appelle Philippa Foot et qui, elle, réfléchissait dans un contexte où l'IVG, l'avortement n'était pas encore légal en Angleterre, réfléchissait à la question suivante: est-ce qu'il est légitime de tuer un enfant presque arrivé, un fœtus presque arrivé à terme pour sauver la mère? Aujourd'hui, on a tranché cette question, mais on est en 1967. Et pour aller sur un terrain un peu dépassionné, elle utilise un artifice rhétorique. Elle déplace, parce que dès qu'on parle d'enfant, de fœtus, de mère, c'est quand même, on injecte une adrénaline pas possible. Donc elle déplace le problème et elle dit, ben voilà, je vais vous proposer de réfléchir à la situation suivante. Vous êtes ce petit bonhomme-là qui a la main sur un aiguillage. Il y a un tramway qui est lancé à pleine vitesse. S'il va tout droit, c'est-à-dire en fait si vous ne faites rien, il y a 5 morts. Ce sont des gens que vous ne connaissez pas. Si jamais vous déviez le tramway, il y a un seul mort. Là aussi, ce sont des gens que vous ne connaissez pas, parce que, évidemment, si c'est votre enfant, la personne isolée, c'est votre choix va être vite fait. Alors, la question, sauf s'il a été vraiment insupportable hier. Non, donc, la question est la suivante. Et là, je vais vous proposer tout au long de cette partie à faire quelques votes à main levée sur des situations inconfortables. Qui dévie le tramway? Qui dévie le tramway? Qui dévie, ouais. Ok. Bon, une majorité. C'est conforme, grosso modo, au jugement collectif. Quand on fait des enquêtes d'opinion, 90% des gens dévient le tramway. Ceux qui ne le dévient pas, donc les 10% restants, disent « Je ne dévie pas parce que je ne veux pas avoir à endosser la responsabilité d'une mort. » C'est la position de la neutralité, mais qui aboutit à 5 morts. Alors, maintenant, variante. Il existe plein de variantes de ce dilemme, mais variante dite de l'homme gros. Au bout de 10 ans de réflexion, Judith Jarvis Thomson reprend le dilemme et dit oui, alors voilà, imaginez la situation suivante, vous avez un homme gros, obèse, vous pouvez le pousser sur la voie. Il meurt et la masse de son corps va bloquer sur le coup le tramway. Vous sauvez 5 personnes.
Qui pousse? Qui pousse? Ouais. C'est conforme. 10% des gens poussent. 10% des gens poussent. L'argument, évidemment, c'est que du point de vue comptable, c'est pareil. Mais il y a un contre-argument, c'est que là, l'acte n'est pas tout à fait du même ordre. Il existe une autre variante encore qui teste toujours les mêmes choses, c'est-à-dire que c'est la variante du chirurgien qui consiste à dire, imaginez un hôpital de province, un soir d'été, il y a un jeune mec très brillant en chirurgie qui gère les urgences, il n'y a personne d'autre, arrive quelqu'un qui s'est coupé le doigt, super sportif, jeune, en pleine forme. Il dit, ne bougez pas et tout, il lui fait une piqûre, c'est un produit létal, il a 5 patients en attente de greffe, et il sauve les 5 personnes pendant la nuit. Il est très fort, hein, sans assistant et tout, il fait les 5 opérations. Le lendemain matin, il a tué une personne, il a sauvé 5 personnes. Est-ce que c'est acceptable? Alors, c'est intéressant parce que vous voyez, ça signifie que la simple comptabilité ne peut pas nous aider toujours à trancher les dilemmes moraux. Et plus précisément, la solution à cette problématique est donnée par saint Thomas d'Aquin, en fait, dans la Somme théologique, avec ce que saint Thomas d'Aquin appelle la doctrine du double effet. En fait, le mécanisme de l'aiguillage est très important parce que quand vous menez à bien une action qui va avoir un effet positif et un effet négatif, si l'effet négatif vient après l'effet positif, ça change tout. Quand vous avez actionné l'aiguillage ici, vous avez sauvé 5 personnes. D'accord? 5. 5. Vous avez fait 5, à la fois dans le texte et sur l'image. Ah oui, 4, oui, non. Quand vous avez actionné l'aiguillage, au moment, c'est-à-dire votre première action est de sauver 5 personnes, d'accord? Il se trouve que malheureusement, ensuite, et c'est pour ça que je dis non, 5, il se trouve que malheureusement, ensuite et après coup, il va y avoir un dommage collatéral et une mort collatérale. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est justifié. Si, d'après saint Thomas et d'après la doctrine du double effet, si vous poussez l'homme gros, votre première action est de tuer quelqu'un. En fait, ce que ça dit, cette doctrine du double effet, c'est que le mal ne peut pas être l'instrument du bien. Mais le bien peut être l'instrument du mal. C'est exactement... Alors, si je parle de campagne de vaccination, mais c'est exactement... Mais non, mais c'est exactement comme ça qu'on raisonne en santé publique. C'est-à-dire que on se dit, ok, on balance un remède, mettons autre chose qu'un... En général, ça va guérir les gens, mais il va y avoir des effets secondaires, et parfois des effets secondaires graves. On va le faire parce que... mais c'est comme un chirurgien qui fait une chirurgie invasive. Prenons un exemple plus soft. Un chirurgien qui fait une chirurgie très invasive, il abîme un organisme. Mais en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de sauver quelqu'un. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est parce que ça va dans ce sens-là que c'est acceptable. Alors, tout ça, c'était une discussion sympathique entre universitaires et spécialistes d'éthique. Bon. Et puis est arrivée la voiture autonome. Qui va faire qu'il va falloir programmer un algorithme pour répondre à certaines situations. Des situations comme celle-ci, par exemple. Là, je vous donne un extrait d'un test gigantesque. Alors, en philosophie morale, ça peut vous étonner, mais on fait des études empiriques pour tester les intuitions morales des uns et des autres, d'accord? Des humains. Et l'une des plus grosses, enfin la plus grosse jamais menée, en fait, enquête, a été lancée par le MIT, pensée très largement par un chercheur en psychologie de Toulouse, qui s'appelle Jean-Claude Bonnefond, que j'ai interviewé à plusieurs reprises d'ailleurs à ce sujet. Et il y a 40 millions de réponses du monde entier à cette enquête. Donc je vais vous soumettre quelques dilemmes qui viennent de cette enquête. Vous pouvez encore jouer, mais ils ont clôturé l'analyse des résultats. Ils l'ont clôturé en 2019.
Et je vous dirai après quelle est l'analyse des résultats. Ce qu'il voulait tester par là, et ce qu'on essaye de faire parfois en philosophie morale, c'est qu'avant de prendre des décisions, par exemple des décisions législatives ou réglementaires, on essaye de tester les préférences morales des humains, voilà, pour comprendre un petit peu où on est. Voilà. Donc ça vaut ce que ça vaut. Et donc, quand vous vous connectez au test Moral Machine, on vous propose de manière aléatoire de répondre à 13 situations qui sont un peu de ce type. Alors là, voilà la situation. Une voiture autonome arrive, lancée en pleine vitesse, il y avait du brouillard, un manque de visibilité, etc. Enfin, en tout cas, il est trop tard pour freiner. Et si elle va tout droit, elle écrase un enfant de vieillard. Si elle est déviée, et un chien. Si elle est déviée, elle blesse. Donc dans un cas, c'est létal, et dans l'autre, les passagers sont blessés. Qui la dévie? Tout le monde. On change, ils ne sont pas juste blessés, ils sont morts. Qui la dévie? Deux. Vous voyez, on va être amené à trancher ce genre de cas. En fait, aujourd'hui, dans la circulation automobile, ce qui se passe, c'est qu'on s'en remet un peu à la folie du moment. Et au réflexe, au coup de volant, à une forme de flou. Et ce flou nous arrange beaucoup moralement. Dans le cadre d'un algorithme, on doit sortir du flou, on doit sortir du vague, et on va devoir expliciter des situations ou des préférences qu'on n'a pas forcément envie d'expliciter. Alors, heureusement, il y a des paradigmes ou voilà, il y a des théories en philosophie morale qui peuvent nous aider un petit peu à y voir plus clair. Et je vais vous en proposer ou en avancer comme ça rapidement 3. Il y a un premier paradigme en philosophie morale qui est ce qu'on appelle l'utilitarisme. Et c'est la doctrine qui nous dit qu'il faut maximiser l'utilité ou le bien-être du plus grand nombre possible d'individus. Je schématise. Ça peut être plus subtil que ça, l'utilitarisme, mais en gros c'est ça l'idée. Alors là, par exemple, la décision initiale que vous avez prise sur le tramway en majorité, c'est-à-dire de dévier le tramway, c'est typiquement utilitariste. C'est-à-dire, un mort, 5 morts, oui, il vaut mieux un mort. C'est une décision de type utilitariste. Ok, maintenant, voilà une situation. La voiture, si elle va tout droit, renverse 3 personnes âgées qui meurent. Si elle est déviée, 3 passagers, dont 2 enfants et une femme, qui meurent. Qui dévie la voiture? Et pourquoi vous déviez? D'accord, j'ai compris. C'est un argument qui n'est pas du tout léger. En fait, c'est un argument qui est profond et que je vais aborder tout à l'heure. Je le mets de côté, mais c'est un argument tout à fait possible. Ce que je voulais vous faire sentir avec cet exemple, donc moi j'ai sélectionné des situations en allant plusieurs fois sur le test Moral Machine. Ce que je voulais vous faire sentir, c'est que dans la doctrine utilitariste, on compte le nombre de vies, mais en fait, on compte aussi le nombre d'années restantes à vivre. Qu'est-ce que c'est que maximiser le bien-être du plus grand nombre? C'est maximiser le nombre d'années de survie. C'est pour ça que, par exemple, dans une doctrine utilitariste classique, si on doit choisir entre un vieillard et un enfant, on choisit de sauver l'enfant. Parce que, en espérance de vie, là en bas, vous avez peut-être une trentaine d'années, alors qu'en haut, vous avez 90 ans ou 100 ans. Plus. Vous avez, il y a 2 enfants, vous avez peut-être 170 ou 180 ans. Donc vous pouvez dire, il vaut mieux 30 ans de vie, il vaut mieux 180 ans de vie humaine que 30 ans de vie humaine. Évidemment, vous ne savez pas ce qui va se passer, vous ne savez pas le futur, mais dans la mesure actuelle de nos connaissances, c'est ce qu'on aurait tendance à dire. Ok. Alors maintenant, comment? Exactement. On n'a pas eu une réponse utilitariste au Covid.
Ce qui veut dire que, en fait, cet utilitarisme qui a l'air de nous guider dans beaucoup de situations a été neutralisé ou suspendu dans le cas du Covid. C'est une remarque qui est très juste. Là aussi, je vais essayer de le développer un petit peu, ça, mais c'est une remarque qui est très juste. Je voulais vous faire sentir une autre situation qui fait sentir les limites, d'ailleurs, de la doctrine utilitariste. On l'a senti pendant le Covid, mais c'est aussi la limite qu'on sent avec la variante de l'homme gros. On dit, attendez, du point de vue comptable et utilitariste, on devrait le pousser, mais on sent que c'est une faute morale. Vous voyez, donc l'utilitarisme a des lacunes. Et notamment la lacune un peu pénible de réduire les questions de morale à des questions de comptabilité, en quelque sorte, et de calcul, comme si la morale était soluble dans le calcul, ce qui serait commode. Alors, là, on a une situation un peu différente. Si la voiture va tout droit, elle va renverser 4 personnes, c'est létal, et parmi ces 4 personnes, il y a 2 personnes en surpoids. Si elle est déviée, elle écrase des 3 personnes qui sont sportives. Qui la dévie? Ah oui, ah oui. Oui. Ah oui, c'est embêtant. C'est embêtant ce genre de cas, mais vous voyez que là, on a un certain malaise. C'est-à-dire que on est tous assez d'accord pour dire, ok, les enfants, c'est en gros l'avenir de l'humanité, c'est ce qui pousse, c'est l'énergie. Ok, on fait passer les enfants avant les personnes âgées, et c'est une délégation morale qui nous paraît à peu près normale, encore qu'on pourrait reparler du cas du Covid. Mais là, tout d'un coup, si on commence à se dire, ouais, mais est-ce qu'on va aller sanctionner aussi des probabilités d'espérance de vie sur la base? Alors, après, on pourrait... Évidemment, c'est de la reconnaissance visuelle, une machine. Mais imaginez que demain, elle croise les données avec celles de Google. Ah, il est fumeur. Vous voyez, on pourrait se demander, est-ce que la machine est là pour sanctionner un style de vie? C'est quand même problématique. En réalité, dans le cas des allocations de ressources rares dans les hôpitaux comme le sang ou les organes, ce type de choix est déjà fait. On fait déjà un calcul, une estimation de l'espérance de vie de la personne à laquelle on greffe. Bon, on sent qu'on ne va pas s'en sortir avec le seul utilitarisme, alors avançons, surtout que le temps passe, alors avançons un peu. J'avance d'un cran. Deuxième théorie en philosophie morale à laquelle on peut se référer pour trancher ces questions, qui est tout à fait à l'opposé de l'utilitarisme, c'est la théorie des sentiments moraux qui est proposée par Adam Smith et qui nous dit que nous avons des sentiments naturels de sympathie et d'antipathie. Notamment, si nous voyons dans la rue une personne en agresser une autre, nous devons éprouver, sans connaître leur histoire et rien, de l'antipathie pour l'agresseur et de la sympathie pour l'agressé, pour la victime. Ce seraient nos sentiments naturels. Or, nous dit Adam Smith, ce sont ces conflits de sympathie qui doivent nous guider quand nous prenons des décisions morales, enfin de sympathie et d'antipathie. Si bien que quand on a... Alors, il donne l'exemple du condamné à mort, on est à une autre époque, en Europe du moins. Quand on en arrive à prononcer la sentence, le verdict suprême, on peut se dire qu'on va avoir un conflit de sympathie intéressant, c'est-à-dire qu'on a de la sympathie envers les victimes de l'assassin, on a de l'antipathie pour l'assassin en tant qu'il est qu'il a commis un homicide, mais on a aussi de la sympathie pour lui en tant qu'il va mourir à cause de la peine capitale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des conflits. Or, le travail du juge, nous dit Smith, est de parvenir à s'y retrouver dans ces conflits de sympathie et d'antipathie qui sont complexes. Par exemple, si vous dites, voilà, c'est terrible, cet homme bat sa femme et ses enfants, vous avez une violente antipathie pour lui. Si jamais il ressort lors du procès que c'est un enfant maltraité, extrêmement maltraité, tout d'un coup, vous vous retrouvez dans une situation un peu plus grise, un peu plus incommodante, où vous avez de la sympathie pour lui en tant qu'il fut victime et de l'antipathie pour lui en tant qu'il a commis ses actes. Il reste responsable de ses actes. Mais vous voyez que le jugement évolue dans ce cas-là. Alors, ce que nous dit Smith, c'est que prendre la bonne décision morale, c'est réussir à arbitrer ces conflits. D'accord? Donc on sort de la compta. OK? Alors, rapporté à des situations que pourrait connaître la voiture autonome, on peut se dire, bah, oui, ça peut s'appliquer à ces situations. Par exemple, là, vous avez
une situation, alors on ne voit pas très bien, mais ils sont masqués, on peut penser que c'est des bandits de grand chemin, en tout cas pour 3 d'entre eux. Si la voiture va tout droit, il y a 5 morts. Si la voiture est déviée, 2 femmes enceintes et 3 enfants. Qui dévie la voiture? On peut penser que c'est des bandits de grand chemin, des braqueurs. Et oui, là vous voyez, on arrive à des situations où on se dit, bon, on devrait avoir une espèce de sympathie naturelle pour les femmes enceintes et les enfants, on pourrait trancher avec le paradigme smithien, et une antipathie naturelle pour des gens qui sont des délinquants, et donc on tranche. Là, on est vraiment en train de se projeter dans un monde où évidemment, la voiture autonome pourrait croiser des données visuelles et des données personnelles. On n'y est pas, oui. Juste pour dire que le raisonnement Elon Musk, c'est le client est roi, on protège les conducteurs et les piétons avec la volonté de ça. Oui, alors effectivement, et c'est pas seulement le raisonnement Elon Musk, je vais y venir même si le temps passe, je vais y venir, bah, c'est vraiment un argument, c'est sous une autre forme l'argument, c'est sous une autre forme parce que la conclusion n'est pas la même, mais l'argument déjà évoqué par le jeune homme. Alors, autre situation, là vous avez une voiture, d'un côté il y a des cadres supérieurs et des médecins, et de l'autre, des gens qui sont des bandits de grand chemin, mais il y a aussi un médecin. Vous voyez qui dévie la voiture. Vous voyez le problème, c'est que là, tout d'un coup, nos préférences politiques et nos préférences morales, c'est-à-dire que la limite du calcul de sympathie, c'est que j'ai plus de sympathie pour un médecin que pour quelqu'un qui est un bandit de grand chemin. Mais je m'arrête où? J'ai plus de sympathie pour certaines catégories de la population, moins pour d'autres. Vous voyez ce que ça signifie? Jusqu'où on va? Ouais. Bien sûr, bien sûr. J'avance parce que je suis en train de me faire rattraper par le temps. Alors, troisième paradigme, les morales dites déontologiques. On se dit, bah voilà, c'est les morales dites du devoir. On fixe un cap. Par exemple, tu ne tueras point, ça c'est une morale déontologique. On dit, c'est quelque chose qu'on pose en amont de toutes les situations. En fait, c'est pas complètement conforme à nos intuitions morales non plus. Tu ne tueras point, on accepte que dans certains cas, mettons un terroriste en action sur la promenade des Anglais, ou même la légitime défense, on peut accepter que même ce commandement suprême soit desserré. Mais voilà l'idée des morales déontologiques, c'est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un principe qui nous guide avant d'être confronté à des situations pénibles? Celui qui a renouvelé de manière géniale les morales dites déontologiques, c'est Emmanuel Kant. Pourquoi? Parce que Kant nous dit qu'il faut toujours agir de telle façon que la maxime de notre action puisse en même temps devenir une loi universelle. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que, admettons, voilà, vous êtes un garçon, vous voulez vous faire bien voir d'une fille qui vous plaît. Il y a une personne aveugle, non-voyante, pardon, qui veut traverser la rue. Vous aidez la personne à traverser la rue, mais pas du tout parce que vous êtes pris de compassion, vous avez de la pitié envers les non-voyants, parce que vous voulez vous faire bien voir. De même que ou alors vous voulez vous faire bien voir de quelqu'un et passer pour généreux, et il y a un clochard qui passe qui fait la manche, vous lui donnez. Vous ne l'auriez jamais fait si c'était. Vous voyez cette idée? Mais en fait, Kant dit, bah, c'est pas grave. On ne va pas rentrer dans la question de discuter des intentions, parce que les intentions, c'est quand même une espèce de bouillie. Ce qu'on va se demander, c'est est-ce que la maxime de l'action peut être érigée en loi universelle? Aider une personne non-voyante à traverser la rue? Oui, pas de problème. Ça, c'est un truc qu'on ne comprend pas souvent chez Kant. La maxime, ce n'est pas l'intention. La maxime, c'est quasiment le vecteur mathématique de l'action. Est-ce qu'il est universalisable? Oui, sans aucun doute. Vous voyez? Donc, en fait, ce n'est pas grave ce qui se passe au niveau... Alors, une fois que j'ai dit ça, on revient à cette situation qui était pénible ou qui était comme une épine dans le pied de l'utilitarisme, situation un peu pénible. Bah là, Kant, ça nous aide. Ça nous aide, bah oui, ça nous aide parce que dans le cadre utilitariste, on était en train de comptabiliser le nombre d'années qu'il leur reste à vivre. Mais dans le cadre d'une morale de type kantien, on ne peut pas dire qu'une vie humaine vale plus qu'une autre sur la base du style alimentaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour Kant, l'homme est toujours une fin, jamais un moyen. C'est une autre manière de formuler son impératif catégorique. Et donc, en fait,
on ne pourrait pas ériger en loi universelle le fait que la vie de quelqu'un qui fait du jogging vaut plus que la vie de quelqu'un qui mange trop. Vous voyez, personne ne voudrait vivre d'un régime où il y aurait cette loi qui serait... personne ne voudrait vivre dans une société politique comme celle-là. Donc là, Kant nous aide. Mais il y a des situations où Kant ne nous aide pas. Par exemple celle-ci. Pourquoi il ne nous aide pas? Parce que là, vous voyez le clochard. Alors, si les deux feux étaient verts, Kant nous dit la vie de quelqu'un qui est pauvre ne vaut ni plus ni moins que la vie de quelqu'un qui est riche. On se fiche de l'utilité sociale. Il serait complètement... On ne peut pas accepter d'ériger en morale universelle le fait que la vie des riches vaut plus que la vie des pauvres. Ce serait complètement choquant et abominable. Donc, Kant nous aide dans plein de situations. Seulement là, vous voyez, il y a un truc, c'est que lui, il a traversé au rouge. C'était rouge piéton. Et donc, le problème qu'il y a avec Kant, c'est que vous vous retrouvez dans une situation où vous allez donner au code de la route une valeur telle que celui qui l'enfreint est passible de mort. Attention aux piétons, attention aux vélos, qui ne respectent pas toujours les feux. Oui, oui. Attention. Oui, s'il est daltonien, oui, mais s'il est nain, la caméra va le prendre pour un enfant. Bon, on voit qu'on peut aller très loin. Alors, le résultat du test mondial, j'avance parce que bon, le résultat de ce test, 40 millions de personnes, plus grand test de philosophie morale appliqué jamais mis au point. Il y a beaucoup d'argent. J'ai l'air de parler d'un sujet théorique bizarre, vaporeux. Aujourd'hui, les constructeurs se tournent vers le monde de la recherche, le monde de l'éthique appliquée, etc. On n'en est pas encore à légiférer, on n'en est pas encore à choisir les règles, mais il y a beaucoup d'argent qui est mis dans la réflexion sur ces sujets. Ce sont quand même des sujets graves, et ce sont les sujets de demain. Donc on en plaisante, mais en fait, c'est quand même un enjeu sérieux. Ce qu'il est ressorti, une intelligence artificielle, évidemment, a traité les 40 millions de données, de réponses. L'intelligence artificielle n'était pas programmée pour faire des paquets des paquets géographiques. Mais il se trouve que c'est l'adresse IP des ordinateurs à partir desquels on faisait la réponse, on répondait. Donc l'inscription géographique qui était la plus pertinente pour faire des paquets. D'accord ? Il y a 3 paquets. Il y a une zone ouest, grosso modo, la zone ouest, c'est les États-Unis et l'Europe, sauf la France. Il y a une zone sud, grosso modo, la zone sud, c'est l'Amérique du Sud, l'Afrique et la France. Et il y a une zone est, et ça, grosso modo, c'est la Chine, l'Inde, le Japon. Une manière de le dire, avec Jean-Claude Bonnefond, je lui dis, mais vous êtes en train de me dire que ouest, c'est protestant, sud, c'est catholique, et est, c'est bouddhiste. Il dit, en tant que chercheur en sciences sociales, je ne peux absolument pas affirmer quoi que ce soit de cet ordre, mais j'ai envie de le penser très fort. Donc j'ai trouvé que c'était... Oui, pourquoi? Parce que ça veut dire que, vous voyez la différence, en fait, entre l'ouest et le sud, c'est que dans un monde protestant, il y a un plus grand égalitarisme, c'est-à-dire que épargner les femmes, ça va être plus un fait du Sud. Vous voyez, il y aura un plus gros égalitarisme, c'est l'une des principales divergences hommes-femmes. Alors soyons clairs, tout le monde considère que tous ces mots-là, respecter la loi, épargner les biens portants, etc., que tout ça c'est prioritaire. C'est juste que quand il y a un arbitrage à faire entre deux priorités, on ne fait pas le même. D'accord ? Il n'y a personne qui considère que la vie des enfants n'est pas importante. C'est juste qu'en cas d'arbitrage, on ne fait pas le même arbitrage. Et donc, ce que révèle cette étude, c'est qu'on va s'entendre quand même assez facilement entre sud et ouest, mais qu'à l'est, c'est très différent. C'est très différent. Vous voyez la forme de la zone qui est jaune, c'est très différent. Le respect de la loi est plus fort. Le fait d'épargner les jeunes dans un monde confucéen, piété filiale. Respect dû aux aînés. On est là dans vous voyez, une divergence maximale entre les... Voilà. Et dans le fait d'épargner les piétons, évidemment, dans un pays où peu de gens dans des pays où encore peu de gens sont équipés d'une voiture, les piétons sont l'Inde, la Chine, vous voyez, c'est encore un bien de... Voilà, tout le monde... Bon. Donc on se retrouve avec une divergence qui laisse penser que quand il faudra légiférer, parce que là-dessus, un jour ou l'autre, il va falloir légiférer, on pourrait avoir des zones. C'est-à-dire que l'Union européenne pourrait trancher d'une manière, les États-Unis d'une autre, et des zones morales différentes. Voilà, je finis avec... je
je finis. J'ajoute un tout petit peu de complexité, rapidement. On pense que l'arrivée de la voiture autonome complète pourrait réduire considérablement le nombre d'accidents de voiture, parce que les humains ne sont pas très bons pour conduire. Ce n'est pas une très bonne tâche. Les humains fatiguent, les humains boivent de l'alcool, les humains s'engueulent ou ils ont les enfants qui crient à l'arrière, ils sont distraits. Ce n'est pas une tâche sur laquelle ils sont si performants que ça. Donc on peut imaginer qu'une voiture fasse mieux. On pourrait imaginer une voiture complètement automatisée sans volant. Si ça existe, alors les gens dans les zones urbaines denses où ça coûte cher de se garer pourraient préférer faire tourner leur voiture, surtout s'ils ont des panneaux solaires sur le toit et qu'elle est électrique, en lui disant bah, viens me chercher, je fais les courses de Noël. À ce moment-là, on pourrait avoir des embouteillages fantômes. Imaginez qu'une voiture est utilisée par une famille pour faire tous les déplacements de la famille. Là, tu vas chercher, vous la programmez pour aller chercher les enfants, elle les ramène, après elle va on aurait des voitures vides partout. Mais si tout le parc automobile est en train de se balader dans les rues, vous voyez, les rues sont bloquées. Autre externalité négative, on pense que c'est l'un des freins les plus puissants à la consommation d'alcool, c'est le fait qu'il faut prendre la route et qu'on pourrait avoir des pertes en coma éthylique et en passage à l'acte plus importantes que le gain de vie humaine réalisé grâce à la voiture autonome. C'est l'une des questions qui est derrière. Je sens que ça parle ici dans cette région, hein. Je ne sais pas pourquoi. Et puis enfin, pénurie d'organes, puisqu'évidemment les donateurs d'organes sont les accidentés de la route. Oui. Voilà. Alors, je termine là-dessus parce qu'il y a une question qui a été posée 2 fois sous des formes différentes et qui est une remarque très juste. Selon vous, quel est l'âge auquel on achète pour la première fois une voiture neuve en France? Oui, avant on achète des voitures d'occasion. À quel âge pour la première fois on s'achète une voiture neuve pour la première fois de sa vie en moyenne? 54. Et donc maintenant, les constructeurs s'intéressent évidemment à des gens qui ont 50 ans ou 55 ans et plus, qui ont de l'argent et qui peuvent investir dans une Porsche, dans une grosse Volkswagen. Vous voyez, c'est eux qui intéressent les constructeurs. C'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui ont le pouvoir d'achat, c'est pas le type de 25 ans qui sort des études, qui va acheter une Fiat Panda. Donc, c'est Elon Musk qui ne s'intéresse pas aux jeunes, que pourtant il fascine. Alors, il s'intéresse aux vieux qui ont plein d'argent. Et donc, l'idée même que vous achetiez une voiture à 60 ans, vous avez bossé toute votre vie, vous faites votre première voiture neuve, un super modèle, une limousine ou je sais pas quoi, et que la voiture soit programmée pour vous sacrifier dans tous les cas parce que vous avez 60 ans, vous voyez, il y a quelque chose... Il y a quelque chose de déplaisant dans cette idée. Alors, j'en ai parlé avec Nicolas Evans, qui a été chargé de piloter un groupe d'informaticiens. Ils ont reçu 500 000 $ de la National Science Foundation donc, pour faire une recherche pour pondre l'algorithme. Et lui, c'est un spécialiste d'éthique, jeune, aux États-Unis. Alors, Nicolas Evans me dit là-dedans, ah oui, mais on pourrait imaginer le self-effacing utilitarianism, c'est-à-dire l'utilitarisme qui s'efface lui-même. Il dit la chose suivante, et c'est exactement la remarque là, que j'ai entendue 2 fois. Il dit, imaginons qu'on sache qu'en passant à la voiture autonome pour tout le monde, il y a un gain d'accident et de vie humaine important. Et qu'il y a un gain. Et qu'il y a des situations tangentes. On pourrait programmer la voiture pour protéger toujours ses passagers. Ce serait acceptable si le gain général était quand même assez fort, et ce serait surtout très acceptable par les constructeurs qui pourraient continuer à vendre des voitures programmées, un peu comme les Jeeps, programmées pour écrabouiller tout ce qui s'interpose. Vous voyez? Donc ça pourrait être une réponse possible. Une autre réponse possible a été donnée, et elle est intéressante, par Jean-Claude Bonnefond, que j'ai aussi interviewé une 2e fois quand il avait fini son étude, où il dit j'ai beaucoup appris du Covid. Il dit, pendant le Covid, quand les services hospitaliers ont dit, nous, on ne veut pas trier les gens, qu'on va pouvoir réanimer et ceux qu'on ne va pas réanimer, on a confiné tout le monde. C'est-à-dire que quand on commence à dire, on va devoir choisir qui vit, qui meurt, c'est insupportable. Personne ne veut prendre cette responsabilité, on arrête tout. Et il dit, par contre, quand les vaccins sont arrivés, on les a distribués à certaines franges de la population, les personnes âgées ou les personnes à risque, en priorité. Et là, on a distribué de la probabilité de survie.
Et il dit, et là, ça n'a pas fait de débat éthique. C'est-à-dire qu'on accepte quand on distribue de la probabilité de survie. Et il dit, on pourrait peut-être programmer les algorithmes de telle manière qu'ils distribuent de la probabilité. Par exemple, quand il faut choisir un espacement entre un mur, un piéton, un camion et une voiture, vous voyez, suivant l'angle qu'on choisit, on distribue de la probabilité de survie. Pas distribuer de la mort ou du plantage, vous voyez. Et ça, c'est peut-être, c'est pas de l'aléatoire, c'est pas tout à fait de l'aléatoire, mais ça consiste à dire que tendanciellement, voilà ce qui devrait se passer, mais c'est pas du 100%. Voilà. J'en ai fini. Voilà. Et là, je me tourne vers la régie. Est-ce que ça enchaîne ici ? Alors, il va y avoir une pause pour le repas pour tout le monde. Malheureusement, on n'aura pas le temps de poser des questions. Et vous pourrez vous retrouver à l'Agora, juste en face de la mairie, si jamais vous voulez les poser directement. Je me rends à l'espace en face, Agora. Ouais, voilà. Si vous avez des questions, à tout de suite. Merci.